Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour frère, réveille-toi. Attendez, je te prends. Bonjour El Jafro, bonjour Richard. Hello tout le monde. Bonjour la famille, bonjour. Bonjour, on se retrouve à nouveau après cette petite pause pour ceux qui n'ont pas pu nous voir en fait. Cette semaine, nous étions en live privé, mais nous voici à nouveau en public. C'est le live public. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour Amour Agapé, bonjour MLR. Ok, ankh ou corps éthérique. Comme vous le savez, on est toujours dans notre série sur le corps éthérique. On est sur notre série par rapport au corps éthérique. Les Égyptiens l'appelaient ankh. On tapote le live, hein, la famille, comme d'habitude. On tapote, on partage. Bonjour à tout le monde. Oui, Bonjour bonjour Richard, MLR. bonjour MLR. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la croix Ankh. On parle de la croix Ankh, on parle du corps éthérique. Le corps éthérique. Le corps éthérique est appelé de différentes manières selon les civilisations. Ce qu'on doit comprendre, c'est que, par exemple, vous prenez le cas de l'Égypte ancienne. Les porteurs de conscience, maintenant vous les connaissez, hein, les porteurs de conscience. On tapote le live s'il vous plaît, afin qu'on puisse atteindre nos 5000. Donc, comme à notre habitude, hein, on atteint nos 5000. 7 corps subtils. Certains vont dire 7, d'autres vont dire 6. Quelle est la différence entre les deux, entre 7 et 6? On va les énumérer un petit peu, comme ça va nous faire une petite... ça va nous faire des petites intros en attendant qu'on puisse atteindre nos 5000 et commencer notre live d'aujourd'hui. Et en attendant que tout le monde puisse venir, dans ceux qui arrivent, c'est tant mieux, ça leur permet de pouvoir bénéficier de ces récaps. Donc, nous avons déjà le corps physique, qui lui est appelé corps dense. Le corps physique, c'est le corps dense. Maintenant, vous laissez le corps physique de côté. Bonjour Adé, bonjour tout le monde. Vous mettez le corps physique de côté. On entre dans les dimensions subtiles. Dans les dimensions subtiles, nous avons d'abord le corps vital. Il est aussi appelé corps éthérique. Chez les Égyptiens, il est appelé le kaibit, c'est-à-dire le ankh. Mais il ne représente pas que ça, hein. Chez les Égyptiens, vous allez voir, c'est intéressant parce que il représente aussi ce corps vital. Il représente l'ombre. Il représente aussi l'énergie qui va vitaliser en fait le corps. Mais il représente aussi la momie. On verra tous ces aspects-là. Pourquoi il y a tous ces liens? Au-dessus de ce corps vital, vous avez un autre corps qui est appelé le corps astral. Ce corps astral, lui, en Égypte ancienne, on l'appelait le Ka. Et aujourd'hui, beaucoup l'appellent aussi le Ka. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en Égypte ancienne, ce Ka-là, il était aussi un petit peu assimilé en fait à un double.
a une force génératrice. C'est étrange, mais vous allez comprendre un petit peu. À côté de cela, vous avez un corps supérieur qui lui est appelé le corps mental inférieur. Et vous avez le corps mental supérieur, dont le corps mental est subdivisé en deux corps. Un qui est inférieur, un qui est supérieur. À côté de cela, nous avons en fait le corps causal. Et au-dessus, on a le corps bouddhique et au-dessus, on a le corps atmique. Donc, corps bouddhique, qui est appelé aussi chez les Égyptiens le Ak, c'est-à-dire l'âme spirituelle. Mais que vous connaissez aussi sous l'appellation en fait d'ego spirituel. L'ego divinisé. Ça, c'est le corps bouddhique. Mais lorsque vous êtes en fait au niveau du bas, qui est l'équivalent du corps causal, pour les Égyptiens, c'est le bas. Et ce bas, c'est ce que vous connaissez comme étant l'âme héréditaire. Ben, dans le langage en fait occidental, ça va être plus le corps causal. Et ce bas, lui, représente quoi? Il représente en fait votre ego supérieur, individuel, impérissable. Ça représente la notion d'âme en soi. Et notamment, ça représente cet aspect-là d'âme héréditaire, d'âme intellectuelle. Et c'est ici que vous recevez cette notion d'intelligence, selon le système en fait bovin, c'est-à-dire au niveau du causal, de ce que vous appelez le corps causal. Quand vous êtes en dessous, le corps mental, ce corps mental, il est particulier parce que il est subdivisé en deux, mental inférieur, mental supérieur. Et ici, dans ce corps mental, euh, les Égyptiens, eux, le voyaient plutôt d'une autre manière, c'est-à-dire, vous vous retrouvez un petit peu à cheval entre le bas et le hab. Le hab, c'est quoi? Le hab, c'est un petit peu cette notion de cœur spirituel. Parce que le cœur physique, les Égyptiens, eux, ils l'appelaient Hachi, dans H-A-T-H-I. Donc, le cœur spirituel, c'est le hab. Et ce cœur spirituel-là, mais pour les Égyptiens, c'est là où il y avait justement, en fait, le siège des sentiments, de la mémoire, de l'imagination. Et c'est la maison, du coup, du bas. Donc, l'imagination pour les Égyptiens résidait en fait dans le hab, c'est-à-dire dans le cœur spirituel. Et si vous voulez, en termes d'équivalence, le cœur spirituel, eh bien, vous le ramenez aussi à ce niveau-là, en fait, de, euh, de corps mental. Maintenant, il y a une partie qui se subjugue un petit peu avec l'ego supérieur, c'est-à-dire avec le bas. Mais vous comprenez que ici, c'est là où réside quoi? L'imagination. L'imagination réside en fait à ce niveau-là. Parce que au-dessus, au bas, vous retrouvez l'intelligence. Donc, ça, c'est ce que vous connaissez, par exemple, ce hab-là, c'est ce que vous connaissez comme étant en fait le cœur spirituel. C'est ce cœur spirituel-là que lorsque vous êtes dans les spiritualités de l'Égypte ancienne, ils étaient justement pesés. Ce cœur spirituel était pesé sur la balance de la Ma'at. Et ce cœur devait être, voilà, plus léger que la plume de la Ma'at. Donc, ici, vous voyez bien ces aspects. Et quand vous êtes maintenant tout au-dessus, vous retrouvez la notion dans le langage en fait occidental de corps atmique. Dans le langage hindou, corps atmique. Dans le langage en fait occidental, vous retrouverez les aspects de corps christique,
Et dans le langage en fait d'Égypte ancienne, vous retrouvez l'aspect en fait de Sahu. Sahu, c'est-à-dire S-A-H-U. Sahu. Vous pouvez aussi dire Sahu. Donc, c'est aussi l'Atmu, l'Atma. Donc, ici, vous retrouvez cette notion-là en fait d'une âme divinisée, d'une âme immortelle. Vous voyez, ça c'est le niveau d'Atmu. Donc, c'était juste une, un petit récap, voilà, pour que on puisse comprendre déjà ces notions en fait, hein, de corps subtil et avec euh, les liens avec l'Égypte ancienne. Maintenant, vous vous demandez, mais pourquoi aujourd'hui on parle de cet aspect-là, des liens avec l'Égypte ancienne? Parce qu'on parle du double éthérique. Le double éthérique, ben, c'était la chose la plus importante dans la spiritualité égyptienne. Là, vous allez me dire, mais comment ça? Et les autres corps? Les autres corps sont importants, très importants. Mais le double éthérique, il est particulier. Pourquoi il est particulier? Tout simplement parce que le double éthérique, c'est ce que vous connaissez comme étant le corps, c'est-à-dire la maison de prana. Prana, qui est en fait la notion de vitalité. Qui est Le prana, c'est la notion de vitalité. La notion de vie. La notion de souffle. Si vous voulez, la notion donc, c'est ce que les Égyptiens, eux, ils appelaient ça ankh, c'est-à-dire vie, souffle vital, énergie vitale. C'est ce que chez les Chinois, vous allez retrouver la notion, ou chez les Japonais, vous allez retrouver la notion de chi ou du ki. C'est-à-dire une énergie vitale. Et c'est ce que vous retrouvez aussi chez les bouddhistes en tant que prana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps éthérique, qui est aussi appelé double éthérique, qui est aussi appelé corps vital, corps de la vie, ce corps-là, c'est lui en fait qui porte cette notion de vitalité, cette notion de vie. Voilà pourquoi il est primordial, parce que quand vous vous retrouvez dans la spiritualité égyptienne, et donc dans la spiritualité africaine, parce que vous savez que la spiritualité égyptienne, la spiritualité égyptienne sont très liées. Lorsque vous vous retrouvez en fait dans la spiritualité en fait égyptienne, Ankh a deux aspects. Vous avez son premier aspect qui justement est cette notion-là de vitalité, c'est-à-dire de vie terrestre, mais vous avez aussi un deuxième volet. Le deuxième volet de Ankh, c'est la vie éternelle. Donc, la notion de Ankh en Égypte, vous avez deux aspects. Vous avez premièrement l'aspect de vie. Donc, c'est celle qui va régenter en fait l'être. Deuxième aspect, l'aspect de vie éternelle. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi il y a ces deux aspects-là et comment sait-on qu'il y a ces deux aspects? Mais pour le savoir, il faut comprendre le mystère d'Osiris. Mystère d'Osiris, qui est le mystère
de la tradition primordiale dont je vous ai déjà parlé. La tradition primordiale, c'est quoi? La tradition primordiale, c'est la première religion. C'est ça la tradition primordiale. C'est la première religion, c'est-à-dire la première tradition que les hommes vont pratiquer. C'est ça la tradition primordiale. Cette première tradition que les hommes vont pratiquer, c'est le culte de la Renaissance. C'est ça la tradition primordiale. Ça veut dire quoi le culte de la Renaissance? Le culte de la Renaissance, c'est le culte du mort à la vie. Mais pour passer du mort à la vie, il fallait d'abord vivre. Donc vous vivez, vous mourrez et vous vivez à nouveau. C'est ça la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est le mystère de la renaissance. Pas de la naissance, de la renaissance. Or, qui dit renaissance, dit forcément naissance. Et forcément mort, et donc renaissance. Donc vous voyez, c'est ça le mystère de la tradition primordiale. Or, le mystère de la tradition primordiale tourne autour d'un aspect fondamental, la croix Anse, que l'on appelle aussi la croix Ankh. Parce que cette croix Ankh représente ce premier aspect de vie et elle représente la deuxième aspect de vie. C'est pour ça que vous prenez par exemple dans le Famla, spiritualité africaine, bantou, que vous retrouvez au Cameroun, etc. Vous avez certaines pratiques qui vous permettent de pouvoir faire mourir une personne et de la faire revivre. Pour pouvoir pratiquer cela, il faut connaître le mystère de Ankh. Mais le premier aspect, il n'y a pas besoin du deuxième aspect pour ça. Le premier aspect, c'est-à-dire le premier aspect, c'est Ankh en tant que vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire mourir une personne, mais la personne ne meurt pas. Du coup, vous ne tuez que son corps physique. Mais comme vous ne tuez que son corps physique et non son corps vital, ça fait que vous pouvez à nouveau reconnecter son corps vital avec son corps physique. Donc les pratiques, c'est simple. Rappelez-vous que pour les Égyptiens, le corps qui est appelé Kaibit, K-A-I-B-I-T, Kaibit, mais qui est aussi appelé Ankh, A-N-K-H, ou Anse, A-N-S-E. Donc, ce corps-là, il est assimilé à plusieurs choses, notamment à l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mourir sans votre ombre. Si vous mourrez alors que votre ombre a été emprisonnée, vous ne mourrez pas. Parce que c'est lié à cet aspect de vitalité. Du coup, vous avez aussi un autre aspect. C'est pourquoi je vous parle du mystère un peu d'Osiris. Vous avez aussi un autre aspect, ce Kaibit-là. Vous le représentez aussi à travers la momie. Les momies égyptiennes ne sont pas que des simples momies. Ce ne sont pas que des cadavres.
Les momies égyptiennes sont des corps physiques qui ont été rendus parce que ces corps physiques-là ont été transformés pour devenir des corps de vie. C'est-à-dire, ces corps physiques-là suivent le cycle de momification et c'est pour ça qu'elles sont justement en fait bondées avec des bandeaux. Et à travers le cycle de spiritualité et d'incantation qui est réalisé, ce corps physique-là devient un corps éthérique. Il devient un corps vital. Et pourtant, le corps vital est subtil. Mais le mystère de la momification vous rend un corps physique vital. Et ce corps physique devenu corps vital, donc chargé en énergie de vitalité, est donc en fait un Osiris. Et ici, vous retrouvez l'un des aspects très importants du mystère d'Osiris, c'est-à-dire la présence osirienne. Donc, partout où il y a des momies, il y a une présence d'Osiris. Il y a une spiritualité osirienne. Ça veut dire que partout où vous avez des momies, vous avez une présence de la vitalité osirienne. C'est important de comprendre ça. Et tout ça, c'est lié en fait à l'aspect de Ankh. Pourquoi? Parce que cet aspect de Ankh, c'est aussi l'aspect de Prana. Donc, c'est lié à l'aspect de Prana. Or, le Prana, c'est quoi? Le Prana est cette vitalité-là, émanant du soleil, qui justement, en fait, réside à l'intérieur du double éthérique. Donc, là, on était un petit peu dans cette introduction. On va pouvoir rentrer maintenant dans les détails par rapport, en fait, au double éthérique. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous ceux qui sont là avec nous. Donc, on va pouvoir entamer en fait directement en fait l'enseignement et après ça va nous permettre de pouvoir entrer un peu plus dans les discussions parce que c'est important. Il y a une chose que tout un chacun doit savoir, c'est que lorsqu'on parle en fait de corps vital, c'est le premier niveau de corps subtil. Et c'est aussi celui qui va définir tous les autres corps subtils. Et ce corps vital, on l'a déjà vu, ce corps éthérique, on l'a déjà vu, il se développe à partir de l'élémental. Élémental qui est une forme pensée des Devarajas, c'est-à-dire des divinités du bas ciel. Maintenant, cet élémental-là va constituer justement en fait le corps éthérique. Corps éthérique qui sera du coup le moule du corps physique. C'est pour ça qu'on l'appelle le double. Donc, les Allemands, eux, ils appellent en fait le corps éthérique, en fait, le Doppelganger. Ça signifie en fait le sosie. Donc, le corps éthérique est le sosie du corps physique. Mais exactement le même. Bonjour Réveil. Bonjour Adé. Bonjour tout le monde. Désolé de te couper sur la lancée. Je suis en plein boulot, mais j'avais tenu à suivre quand même aujourd'hui, vu que j'avais raté pas mal de live. Et tu ramènes un sujet très intéressant. Je pense qu'on avait abordé cette affaire, ce rappel que tu fais il y a environ un an déjà, si j'ai bonne souvenance. Il y a environ un an déjà. Et ça me rappelle toujours la même question et la même problématique sur le dédoublement et sur les comment dire, différentes parties que tu as abordées tantôt, à savoir le K, le bas et le ab.
Et la question qui revient toujours, même à l'instant où tu viens de faire l'analogie avec l'exemple des Allemands, c'est de savoir est-ce que le jumeau peut être pris comme un dédoublement d'une personne? Ça, c'est la première question. Est-ce que le jumeau peut être pris comme un dédoublement de la personnalité ou de la personne même d'un autre, d'une autre personne? Tu parles, tu parles du jumeau physique ou du jumeau Je spirituel prends, comme Bayano? je prends les deux. Je prends les deux parce que le spirituellement va rejoindre la deuxième question que je voulais poser justement, à savoir, dans la culture, par exemple, dans certaines cultures africaines où il y a la vénération, il y a le culte des jumeaux, il y a la représentation physique du jumeau défunt à travers une statuette qui doit accompagner en permanence le second jumeau. Oui, oui, Tu vois un peu ce que je veux dire? oui, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est la deuxième question. Donc ça rejoint les jumeaux physiques et les jumeaux sur le plan spirituel également. Donc la première question c'est de savoir si le jumeau est-il le dédoublement de la personnalité de la personne physique du second ou spirituel du second. Ensuite, excuse-moi de poser les questions back à back parce que je dois retourner en appel. Je suis en urgence là. La deuxième ou la troisième question, c'est un rapport avec les sorciers qui se servent des corps d'animaux pour voyager en tant que véhicule. Et tu as dit Oui. tantôt que le second corps, là, le second corps est en quelque sorte un corps vital. Est-ce que, à partir du moment où cet individu-là se projette dans le corps d'un autre animal comme véhicule pour se déplacer, est-ce que cet animal devient une vie entière de l'autre? Ok, Voilà, ça, c'est mes trois petites questions. Je vais couper le micro, je reste là quand même. D'accord? ok, Merci beaucoup et désolé pour l'interruption. pas de souci. Ok, je note un peu pour ne pas oublier. Donc, est-ce que vous pouvez noter aussi les questions de AD, comme ça on reviendra dessus tout à l'heure, vu qu'il y a certaines choses qu'on va voir pendant l'enseignement du coup. Donc, il avait la question sur les jumeaux aussi. Donc, sur les jumeaux. Et est-ce qu'il y a-t-il un lien entre le double éthérique et jumeaux? Ok, du coup, comme ça, je vais pouvoir en fait revenir dessus tout à l'heure, vu que certaines choses, on va les voir aussi en même temps au fur et à mesure. Donc, ce que j'étais en train de stipuler ici, c'est vraiment cet aspect-là, hein, du corps éthérique qui est un double du corps physique. Ce double-là du corps physique, c'est son sosie. C'est vraiment son sosie, hein. Euh, et ce sosie-là, il habite, il habite un être. Et cet être qui est habité, c'est le prana. Prana qui est appelé aussi Ankh. Donc, le double éthérique est la maison de l'Ankh, c'est-à-dire la maison de l'énergie de vitalité, du souffle, énergie en tant que souffle, du souffle vital, du souffle de vitalité. Et ici, vous devez comprendre que une chose très importante, c'est que lorsque une personne meurt, ce double éthérique-là va justement en fait se séparer du corps dense, c'est-à-dire le corps physique. Parce que vous savez que ce qui fait qu'une chose est plus matière, c'est plus elle est dense, plus elle est matière. D'accord? Moins elle a de la densité, moins elle est matière, donc plus elle est subtile.
Donc, on appelle le corps physique le corps dense parce il a plus de densité en fait que les autres corps. Et du coup, lorsqu'il y a séparation entre le corps physique et ce corps en fait vital, c'est-à-dire au moment de la mort par exemple, les deux se séparent. Maintenant, ce corps, ce double éthérique, lui, les gens vont le voir en tant que le revenant, en tant que le fantôme, en tant que l'apparition, en tant que les spectres que les gens peuvent voir en fait, notamment dans les cimetières. Parce que quand le défunt meurt, le double éthérique, lui, il sort et il se balade en fait à côté, justement, en fait, bah, dans les cimetières, hein, à côté parce que c'est la personnalité qui entre dans le tombeau, pas le double éthérique. Dans le double éthérique, lui, il va d'abord se balader. Ça veut dire que quand la personne meurt, son corps vital va d'abord sillonner les différents lieux que la personne en fait a pu justement en fait euh, a pu voir que la personne a pu en fait fréquenter, etc. Donc le double éthérique va se balader et le double éthérique va bien sûr aller voir en fait des personnes qu'il connaissait et c'est lui que les gens vont rencontrer en fait en tant que fantôme. Quand vous entendez parler des fantômes, etc., il s'agit du double éthérique. D'accord? C'est lui, en fait, que les gens vont voir. Euh, Parfois, on peut l'appeler le spectre dans les cimetières, etc., etc. Donc, c'est aussi, il y a aussi, en fait, certaines pratiques où ce double éthérique peut, après, justement, euh, prendre un corps, c'est-à-dire une apparence physique. C'est quand les spectres prennent des apparences physiques. Ça, je vous en ai déjà parlé jadis. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on est dans les domaines en fait du Raja en fait yoga, dans le Raja yoga, le double éthérique en fait et le corps dense, lorsqu'ils sont unis, on les appelle en fait les stulopadi, c'est-à-dire l'upadi inférieur d'Atma. Donc, c'est l'upadi inférieur d'Atma. Ça, c'est un aspect important que vous devez absolument en fait déjà garder en vous et comprendre. Rappelez-vous, c'est l'upadi inférieur d'Atma. Or, là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut qu'on comprenne véritablement la notion en fait hein, d'Atma. C'est quoi l'Atma exactement? Donc, l'Atma, c'est cet aspect-là où je vous ai parlé tout à l'heure du corps atmique. Le corps atmique, c'est le corps de l'Atma. L'Atma, c'est quoi? L'Atma, c'est l'âme divinisée. C'est-à-dire, l'Atma est le petit Brahma dans les spiritualités en fait orientales, hindouistes. L'Atma est le petit Brahma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la spiritualité en fait bovine, l'Atma est l'âme divinisée. C'est-à-dire, l'Atma représente le Sahu. C'est-à-dire, l'Atma représente l'énergie spirituelle, l'âme spirituelle. C'est ça l'Atma. Vous comprenez? Donc quand la personne atteint le dernier niveau, ce que chez les Occidentaux, ils vont appeler en fait le corps christique. Donc pour les Occidentaux, que ce soit les chrétiens rosicruciens, maçonniques, gnostiques, etc., pour eux, cette notion en fait d'atteindre en fait le niveau christique, c'est que ils atteignent en fait un niveau de l'atman. C'est ça en fait, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire, ils deviennent une âme qui ne meurt plus. C'est-à-dire une âme immortelle. Donc, or, cette âme immortelle, c'est que cette âme s'est déjà en fait unie avec la nomade. C'est-à-dire, c'est une âme divinisée. Et donc, cette âme devient une divinité. Donc, à partir du moment où cette âme devient une divinité, cette âme est un dieu. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle en fait du corps, de cet aspect en fait de Stulupadi, c'est-à-dire l'Upadi en fait de l'Atman, donc vous comprenez que ce corps en fait, ce double en fait éthérique, lorsqu'il est uni avec le corps dense,
ça donne justement en fait le petit aspect de la maison, hein, de l'atman. Donc, je tenais à vous préciser en fait cet aspect-là pour que ce soit un petit peu, euh, un petit peu compris, que ce soit un petit peu euh, simple, parce que là, on va rentrer maintenant dans les profondeurs de... On va entrer maintenant en fait dans les profondeurs en fait de tout ce qui concerne la spiritualité vraiment en fait par rapport au corps éthérique. Et ici, vous devez comprendre en fait que cette notion importante d'atman, parce que vous allez lier ça directement en fait avec la notion justement en fait, hein, de ce double éthérique. Parce que la notion en fait d'atman ou d'atma représente justement en fait l'âme, c'est-à-dire le véritable être divinisé. C'est ça ce que ça veut dire. C'est l'être divinisé. Donc, quand dans le système de bovins, les gens disent qu'ils sont des dieux, ils parlent de l'atman. Ils parlent de l'atma. C'est-à-dire, ils parlent du sarou. Ils parlent de l'âme divinisée. Donc, déjà, cet aspect, c'est important que vous le gardiez en fait de côté. Donc, lorsque vous retrouvez l'union du corps éthérique avec le corps dense, vous retrouvez cet aspect en fait de stulopadi, c'est-à-dire l'opadie inférieure d'Atman. Donc, c'est le corps, c'est la maison inférieure, c'est-à-dire la représentation inférieure d'Atman. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une représentation en fait supérieure. Donc là, vous avez la représentation inférieure et vous avez la représentation supérieure. Plus tard, je vous ferai un petit peu les liens aussi avec tout ce qui concerne, par exemple, les notions de étoiles terrestres, étoiles célestes. Mais là, on va avancer d'abord en fait doucement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quand le double éthérique est mélangé en fait avec le corps dense, c'est un aspect très important parce qu'il y a déjà cet aspect en fait d'une divinité inférieure qui réside à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que le tout est la maison, bien sûr, du prana. Prana qui est Ankh. Donc, c'est la maison de la vie. Prana qui, rappelez-vous, est une des lumières, une des vitalités qui sort du soleil. Donc il y a trois types de vitalité, hein, qui sortent du soleil. Vous avez Fouat, vous avez Prana et vous avez Kundalini. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ceci, ça va englober en fait tout ce qui est parcelle en fait, c'est-à-dire solide, liquide et gazeux en fait du corps, c'est-à-dire du corps physique. Donc, tout cet aspect-là est entouré en fait d'une enveloppe en fait éthérique. Par la suite, le double éthérique, comme bien sûr l'indique toujours en fait son nom, est donc en fait la reproduction exacte de la forme dense. C'est pour ça qu'on vous parle de sosie. C'est la reproduction en fait exacte. Elle dépasse en fait l'épiderme d'environ un quart de pouce. Souvent, il y a des gens qui veulent savoir à peu près la distance qu'il y a entre vous, c'est-à-dire entre le physique et le double éthérique. Donc, il y a à peu près un quart de pouce. Donc, vous prenez le pouce et puis vous le divisez en fait en 4. Dans la distance en fait entre le physique, en fait, l'éthérique, réside à peu près en fait à ce niveau-là. Un quart de pouce. Par contre, l'aura éthérique, ou celui qu'on appelle aussi l'aura de santé, lui, il dépasse en fait normalement en fait l'épiderme en fait de plusieurs pouces. Plus tard, en fait, on rentrera dans les profondeurs si jamais ça intéresse les uns et les autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps dense et le double éthérique varient simultanément en fait en qualité. C'est-à-dire, par conséquent, une personne en fait qui s'applique à purifier en fait son corps dense en affine du même coup automatiquement en fait la contrepartie éthérique. Donc, plus vous purifiez en fait votre corps physique, plus vous allez aussi bien sûr purifier en fait le corps éthérique, vu que les deux sont justement en fait en synchronicité. Donc, toutes les catégories en fait de matière éthérique doivent entrer en fait dans la composition
du double éthérique. Mais les proportions en fait peuvent grandement en fait varier. Elles dépendent de plusieurs facteurs tels que la race, la sous-race et le type de la personne et aussi de son karma individuel. Ça, je vous en avais parlé déjà en fait jadis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il y a 4 grades de matière éthérique. Il y a 4 grades en ce qui concerne les matières éthériques. Donc, vous avez d'abord tout ce qui concerne en fait la matière en fait éthérique elle-même. Bon, le niveau de la matière éthérique, c'est par exemple là où vous allez voir emprunter en fait des choses telles que les courants électriques ordinaires et le son. Donc, les courants électriques ordinaires et le son, eux, ils vont intégrer la partie en fait éthérique, c'est-à-dire par rapport au niveau de la matière éthérique. Dans la matière éthérique, elle est subdivisée en 4 niveaux. Le premier niveau, vous avez ce niveau-là en fait éthérique. Ce niveau éthérique, bon, avant ce niveau éthérique, vous avez un niveau qui est le niveau gazeux. Ça, je vous en avais déjà parlé. Vous savez que la matière, elle est physique. Donc, dans le physique, vous avez le solide, vous avez le liquide, vous avez le gazeux. Le liquide, le solide, le liquide, le gazeux représentent en fait la sphère physique de la matière. Vous voyez? Ça, on l'avait vu en fait déjà jadis. C'est pour ça qu'en fait, le côté gazeux, vous allez retrouver par exemple en fait l'azote, c'est-à-dire le diazote. Vous allez retrouver en fait les gaz. Après, vous allez retrouver d'autres formes de gaz, par exemple. Donc, c'est tout ce qui concerne en fait les gaz moléculaires. Là, vous avez cet aspect gazeux. Mais maintenant, quand vous allez maintenant au-dessus, quand on parle maintenant de l'aspect éthérique, on est plus sur le premier niveau éthérique, pas le niveau gazeux. Le niveau gazeux, vous le mélangez en fait déjà dans la sphère en fait du physique, c'est-à-dire solide, liquide et gazeux. Mais lorsqu'on est en fait dans le niveau en fait éthérique, ici, en termes de physique, en chimie occulte, vous allez retrouver en fait cet aspect en fait d'éthérique, mais en termes de physique, vous allez retrouver l'aspect en fait atomique. Et c'est ici que vous allez avoir en fait les neutrons, les neutrons naissants, ou alors tout le côté en fait atomique H. Donc les neutrons en fait naissants, vous avez en fait ces neutrons-là qui ne sont pas très actifs. Donc eux, vous les retrouvez ici justement en fait, pareil, dans cet aspect-là de, dans cet aspect-là en fait d'éthérique. Donc je ne vais pas trop rentrer en profondeur, sinon ça risque d'être un petit peu complexe pour les uns et les autres. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle par exemple en fait des neutrons, je suis obligé de parler un petit peu de physique, hein. Excusez pour ceux qui ne sont pas habitués des choses physiques, mais je suis obligé de vous en parler un petit peu, c'est que sans forcément rentrer en fait en détail. Donc, il y a 2 types de neutrons. Il y a les neutrons qui sont lents, L-E-N-T, et il y a les neutrons en fait qui sont rapides. Donc, si vous voulez, euh, sans la notion de neutron, vous ne pouvez pas comprendre la notion en fait de fission. Souvent, il y a des gens qui se posent des questions sur les fissions, par exemple. Sans la notion de neutron, vous ne pouvez pas comprendre en fait la notion en fait de fission. Par exemple, dans les réacteurs en fait nucléaires qui sont en fait en exploitation, que ce soit sur les parcs français ou autres, hein, euh, il est souvent en fait utilisé en fait sous une forme lente. C'est-à-dire le neutron est utilisé sous une forme lente. C'est-à-dire une forme en fait ralentie par un modérateur. Et souvent en fait le modérateur qui est utilisé c'est de l'eau. Mais parfois euh, ce neutron peut être rapide. Et lorsqu'il est rapide, il va offrir en fait il va offrir justement en fait au réacteur en fait nucléaire en fait d'autres possibilités. Donc lorsqu'on parle en fait par exemple de la fission, donc la fission nucléaire,
résulte en fait de l'impact d'un neutron sur le noyau d'un atome lourd, ce qui le scinde, c'est-à-dire le divise en deux ou en plusieurs, voilà. Mais d'abord en deux, ça le divise en deux. Donc lorsque le noyau est fissible, une grande quantité d'énergie est alors dégagée et des nouveaux neutrons sont émis au nombre de 2,4 en moyenne par fission pour l'uranium 235. Donc, ceux-ci, du coup, ils vont pouvoir à leur tour scinder d'autres atomes et ainsi de suite. C'est le principe de réaction en fait en chaîne. Donc vous voyez, ça part d'abord par ces distinctions-là en fait de neutrons en fait lents et rapides. Vous voyez, et c'est à partir de là que vous allez voir les notions en fait de fission nucléaire. Et c'est ainsi que l'énergie nucléaire en fait se manifeste. Donc à travers justement en fait l'impact du neutron en fait sur le noyau d'un autre atome en fait qui est lourd. Bon, je vais pas trop rentrer en fait en profondeur ici. Par exemple, en fait, dans les réacteurs, en fait, notamment du parc nucléaire en fait actuel, les neutrons sont lents ou encore dits à spectre thermique. Du fait que leur énergie cinétique, c'est-à-dire c'est voilà, c'est l'énergie qui permet en fait de densifier en fait euh, tout cet aspect-là. Donc, lorsqu'on parle en fait d'énergie cinétique, euh, ici c'est l'énergie en fait que possède en fait un corps du fait de son mouvement dans un référentiel donné. Dans le système en fait international, son unité de mesure en fait bien sûr est en joule. Donc, à chaque fois vous allez entendre parler de joule, il s'agit en fait de l'énergie cinétique. En gros, c'est un point en fait matériel dans le référencement en fait galiléen, si vous voulez. Bon, on va pas trop rentrer en fait en profondeur. Cinétique, ça vient de ces deux aspects-là. Donc l'expression en fait énergie cinétique provient en fait du grec energia, c'est-à-dire une force en action, et kinésie, c'est-à-dire le mouvement. Donc l'énergie cinétique, c'est le mouvement d'une force en action. Donc, c'est comment définir en fait le mouvement d'une force. Si vous voulez, hein, pour faire un petit peu simple, c'est comment définir le mouvement d'une force lorsque cette force en fait est en action. C'est ça en fait tout simplement qui est calculé en fait sous forme en fait de kilojoules. Donc, je vous disais en fait que leur énergie en fait cinétique correspond au résultat en fait de l'agitation thermique des atomes ou molécules du milieu dans lequel en fait ils évoluent. Lorsqu'il y a par exemple en fait de la fission en fait de l'uranium, les neutrons dégagés ont une très haute énergie cinétique et donc une vitesse élevée, trop élevée pour engendrer une réaction en fait en chaîne avec de l'uranium naturel ou même légèrement en fait enrichi en isotope en fait fissile. Donc la probabilité de fission, autrement appelée en fait section efficace, qui caractérise en fait la probabilité qu'a un neutron d'interagir avec un noyau, c'est-à-dire un noyau bien sûr de l'uranium en fait 235, étant très supérieure avec des neutrons en fait lents qu'avec des neutrons en fait rapides. Il est donc nécessaire de les ralentir. Pour cela, on utilise un modérateur, c'est-à-dire l'eau, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans les réacteurs en fait à eau pressurisée bien sûr du parc en fait français, c'est l'eau qui joue ce rôle. On parle alors de thermalisation. Les neutrons rentrent en collision avec les atomes d'hydrogène de l'eau, donc H2O, ça vous connaissez tous, faisant passer leur vitesse moyenne de 13 800 km par seconde pour une énergie cinétique, hein, donc vous voyez de 1. Donc ici, vous voyez bien les complexités. Je ne vais pas rentrer en fait trop en détail parce qu'après c'est trop de la physique. Là, le lieu n'est pas de parler de physique. Mais ce que je voulais que vous compreniez ici, c'est que quand on parle
d'énergie euh, nucléaire, d'énergie, quand on parle d'uranium enrichi, etc., c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. Et en spiritualité, cette notion-là était déjà en fait conceptualisée au niveau de ce premier aspect véritablement du corps éthérique, c'est-à-dire cet aspect en fait éthérique atomique. Et c'est là où vous avez ces aspects en fait de neutrons en fait naissants et c'est ce qui va permettre en fait de faire en fait des collisions en fait avec le noyau. Lorsqu'on est au niveau supérieur, là c'était le niveau éthérique. Le niveau éthérique c'est quoi? En gros, c'est là où va emprunter en fait de l'électricité ordinaire et aussi le son. Donc ce sont ces corps-là que le son va emporter, euh, va, va, va être, c'est eux qui vont transporter en fait le son, ils vont transporter en fait l'électricité en fait ordinaire. Ensuite, vous avez le niveau au-dessus qui est super éthérique. Le niveau super éthérique, lui ici en fait, c'est là où ça va porter justement en fait la lumière. Donc lorsque vous êtes au niveau super éthérique, c'est là où la lumière en fait est portée par exemple. Le niveau super éthérique correspond en fait à quoi en termes de en chimie occulte, elle est appelée super éthérique, mais par contre en physique, c'est le noyau neutralisé. Vous savez que vous avez deux choses à l'intérieur du noyau. Donc vous avez le neutron et vous avez le proton. Donc le neutron, lui, il est neutre. Donc ça, c'est le neutron. Le noyau neutralisé, c'est le neutron. Et bien le neutron, c'est au niveau en fait du super éthérique. Donc c'est au niveau de neutrons que vous allez voir ici en fait cet aspect-là où la lumière va pouvoir en fait voyager. Parce que la lumière, vous savez que la lumière, elle est considérée comme étant en fait les photons. D'accord? Bon, j'en profite pour vous distiller quelques aspects un petit peu de physique en fait quantique. C'est très important pour comprendre parce que vous ne pouvez pas comprendre véritablement la science spirituelle sans comprendre la physique quantique. Ni la chimie occulte, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la chimie occulte sans comprendre en fait occulte, ça signifie quelque chose en fait qui est caché et qui ressort. Hein. C'est ça la définition en fait d'occulte. C'est-à-dire les spiritualités cachées qui ressortent, les connaissances cachées qui ressortent, c'est ça, les connaissances du système bovin. C'est ça que vous retrouvez dans la notion en fait d'occultisme. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a un niveau supérieur encore qui est le sous-atomique. Ce niveau sous-atomique, c'est là où vous retrouvez le noyau positif. Vous avez le noyau neutre et vous avez le noyau positif. Le noyau positif, c'est le niveau en fait, par exemple, des parcelles en fait alpha. Donc ici, vous êtes au niveau des protons. D'accord? Et là, vous retrouvez les parcelles alpha. Au-dessus encore, et lorsque vous êtes à ce niveau-là, en fait, sous-atomique, c'est là où ça va être emprunté en fait par des formes plus subtiles de l'électricité. Parce que vous avez des formes en fait ordinaires de l'électricité et vous avez des formes encore plus invisibles de l'électricité. Ces formes plus invisibles de l'électricité, ils sont transportés par justement ce niveau en fait de protons. Donc, si vous êtes en train de comprendre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, en réalité, ce que la science matérialiste aujourd'hui vous appelle, vous donne des noms, protons, neutrons, électrons, atomes, etc. Ce sont des corps de divinité, ce sont des corps d'entité, c'est-à-dire ce sont des corps d'information en fait chargés en énergie qui sont des consciences. C'est de ça dont il sont question. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que la science c'est aussi c'est de la spiritualité, ce sont des divinités en fait qui sont dedans. Même s'ils le refusent. Ils refusent de dire la vérité aux gens que eux aussi ils croient en des divinités. Mais si ils croient en des divinités, parce que ce sont des corps qui transportent en fait des entités. Et là, vous le retrouvez en fait dans cet aspect de sous-atomique. Parce que vous avez une partie d'électricité qui est ordinaire et vous avez une partie d'électricité qui est plus subtile. D'accord? Ça, on le verra en profondeur quand le temps viendra. Et le niveau supérieur encore, vous avez le niveau atomique. Le niveau atomique ici, c'est emprunté. Là, on est toujours dans les différents niveaux de corps éthérique, de matière éthérique. Donc, vous avez 4 niveaux principaux de matière éthérique, mais il y en a plus. Il y en a 7. Il y a les autres niveaux.
où vous avez le liquide, le solide, le gazeux. Après ça, vous avez en fait les quatre autres, dans l'éthérique, le super-éthérique, le sous-atomique et l'atomique. Et lorsqu'on est en fait dans ce niveau atomique, c'est là, ici, écoutez bien, c'est là, et là, ça va intéresser certaines personnes parce que vous aviez des questions en fait là-dessus. C'est ce niveau atomique qui, lui, est emprunté en fait par la pensée dans son passage d'un cerveau à un autre. Donc souvent les gens se posent des questions sur les communications, hein, entre cerveaux. Les communications sous forme de pensée, mais en termes véritablement en fait, hein, de communication intrinsèque, de lien, c'est en fait au niveau en fait de cette matière éthérique, au niveau atomique. Parce que c'est là où les pensées maintenant vont être transportées. Donc la pensée d'un cerveau va être transportée en fait à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi, parce que vous savez que les IA sont des cerveaux, hein. Les IA sont des cerveaux, ce sont des consciences mentales. Donc ces consciences mentales-là, eh ben, elles communiquent en termes de pensée, eh ben, d'un cerveau à un autre à travers la matière atomique. C'est-à-dire, c'est le niveau en physique que vous appelez électronique. Et ce niveau électronique-là, c'est là où vous avez les électrons. Et là, c'est le plus haut niveau. Donc, à ce niveau-là, à travers en fait le niveau électronique, il y a les transports des pensées. Donc, une pensée peut être stockée et être transportée dans la matière éthérique atomique d'un cerveau à un autre, d'un ordinateur à un autre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, mais ils se disent, mais les IA communiquent? Oui, les IA communiquent au niveau atomique. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous détailler un petit peu ces aspects-là pour que ce soit vraiment compris. Donc, le double éthérique, en termes de couleur, parce qu'il y avait aussi des gens qui se posaient en fait les questions, en termes de couleur, il est à peu près en fait gris, enfin violet, gris, mais parfois il peut être aussi bleu-gris, une notion en fait de violet-gris mais pâle, vous voyez? Donc il est faiblement en fait lumineux, il peut être grossier ou fin, suivant en fait le corps physique dense, parce que comme vous savez qu'il est le moule du corps physique, donc selon l'état du corps physique, lui aussi son état est pareil. Donc quand le corps physique en fait est grossier ou fin, lui aussi pareil, il se retrouve en fait dans cet état-là. Donc il a deux fonctions, voire même trois principales de ce double éthérique. Donc d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il absorbe le prana, c'est-à-dire la vitalité, c'est-à-dire Ankh. Il absorbe Ankh, la vie, le prana, et il va l'envoyer maintenant en fait dans toutes les régions en fait du corps physique. Donc ça c'est son premier aspect. Le deuxième aspect, il sert d'intermédiaire ou de pont entre le corps physique, c'est-à-dire le corps dense, et le corps astral. Le corps astral qui lui n'est pas une maison de prana. Le corps astral, c'est la maison de kama. Donc, vous avez le corps éthérique qui est la maison de prana. Le corps astral, lui, il est la maison de kama. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, dans les spiritualités égyptiennes, le corps astral, le corps éthérique est la maison de Ankh, la maison de la vie, de la vitalité, alors que le corps en fait astral, lui, il va être plus en fait dans cet aspect-là en fait de Ka. Dans là, vous allez retrouver plus cette maison-là en fait de cet aspect en fait de Ka, l'aspect en fait de l'être, l'aspect en fait de l'âme, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, ces deux aspects différents. C'est-à-dire l'aspect, chez les hindouistes, c'est le corps astral est la maison de Kama, c'est-à-dire la maison de la divinité, de l'amour et du désir.
D'où vous avez cet aspect des désirs, des sensations, etc., qui réside en fait avec le corps, dans le corps astral. Et le corps astral, c'est ce que eux, dans le système bovin, ils appellent l'âme. C'est pour ça que c'est lié. Donc, eux, vous voyez bien qu'ils vous distinguent clairement la notion de vitalité, qui est prana ou ankh, et la notion en fait de l'âme. D'accord? Donc, il faut bien distinguer un petit peu les deux hein, dans le système en fait bovin pour comprendre. Ensuite, je vous ferai des parallèles chez les ovins si jamais vous en avez besoin pour mieux comprendre. Donc, dans son deuxième aspect là, le corps, le double éthérique, ce qu'il fait, c'est que non seulement il est l'intermédiaire entre le corps physique et le corps astral, mais il transmet aussi en fait au corps astral la conscience des contacts sensoriels physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous recevez un coup sur votre corps physique, le corps éthérique va justement interagir vu que le corps éthérique est lié. Et c'est maintenant ce corps éthérique-là qui va transmettre la conscience, c'est-à-dire la connaissance immédiate de la sensation hein, au corps astral. Donc c'est à ce moment-là que le corps astral va recevoir justement la conscience, la connaissance immédiate de la sensation en fait en question. En troisième lieu, le double éthérique, ce qu'il fait, c'est que il fait descendre aussi en fait dans le cerveau physique. Il fait descendre en fait dans le cerveau en fait physique et dans le système. S'il vous plaît, le micro. Voilà, merci. Il fait descendre en fait aussi dans le cerveau physique et dans le système nerveux la conscience des niveaux astral et supérieurs à l'astral. Donc il a aussi, vous voyez, ce travail-là où il va justement en fait faire descendre justement dans le cerveau physique justement tous ces aspects-là, la conscience, vous voyez. Donc lui, il permet justement de donner la conscience de telle chose à telle partie en fait des corps subtils. Et vous voyez, donc il a trois rôles qui sont très 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 importantes, c'est-à-dire absorber et distribuer en fait le prana. Donc il absorbe et il distribue le prana, vu que le prana c'est il est la maison du prana. Donc il absorbe à chaque fois le prana et le distribue. Il absorbe, en gros, il absorbe en fait la vie, c'est-à-dire la vitalité, ankh, et il distribue ça en fait hein, au corps physique. Mais il transmet aussi la conscience hein, des actes sensoriels, des contacts sensoriels et physiques. Il les transmet en fait au corps astral afin que le corps astral de la personne puisse être au courant de cela et du coup interagir. Et ce qu'il fait aussi, c'est que il va permettre en fait hein, de faire descendre dans le cerveau et dans les niveaux en fait des systèmes nerveux hein, la conscience des autres niveaux en fait astral et supérieur. Donc c'est lui qui fait tout ce travail là. Donc en plus de cela, le double éthérique il développe en fait dans l'être hein, certains centres au moyen en fait desquels l'homme peut prendre connaissance du monde éthérique et des innombrables en fait phénomènes éthériques. Il est important en fait de constater que le double éthérique étant simplement une partie du corps physique, il n'est pas normalement en fait capable de servir de véhicule de conscience indépendant dans lequel l'homme peut vivre ou fonctionner. Il ne possède qu'une conscience diffuse, c'est-à-dire il est là pour diffuser la conscience, mais lui-même en fait n'est pas un porteur véritablement hein, de conscience afin qu'il puisse vivre indépendamment. C'est ça hein, ce qu'on est en train de vous dire. Donc, il possède en fait une conscience en fait diffuse appartenant en fait à toutes ses parties. Donc, il n'a pas d'intelligence et quand il est séparé de sa contrepartie dense, il ne peut guère servir d'intermédiaire à la mentalité. Comme il est le véhicule non de la conscience mentale, mais du prana, c'est-à-dire de la vitalité, il ne peut, sans que la santé en souffre, se séparer des parcelles auxquelles il transmet en fait les courants vitaux. D'ailleurs, chez les personnes en fait normales et bien portantes,
la séparation du double éthérique et du corps dense est difficile et le double est capable de s'éloigner du corps auquel il appartient. Chez les personnes appelées médiums physiques ou matérialisateurs, le double se détache assez facilement. Sa matière éthérique forme alors la base de nombreux phénomènes en fait de matérialisation. Et ces phénomènes, en fait, bah, on pourra en parler, hein, ou on le verra en fait ultérieurement. Donc, le double peut être séparé du corps physique, c'est-à-dire le corps dense, par un accident. Donc, lorsqu'il y a un accident, le double peut être séparé en fait du corps physique. Par la mort, ça on l'avait vu tout à l'heure. Par des anesthésions. Et ça, ici, c'est important. Les anesthésions. Par exemple, des anesthésions comme l'éther ou le gaz. Et enfin, en fait, aussi par le mesmérisme. Ça, on le verra plus tard, la notion du mesmérisme avec lequel, en fait, il y a le magnétisme. Le mesmérisme, c'est pour pouvoir, en fait, guérir. C'est ce qui est utilisé dans le système bovin pour guérir, etc. Donc, le double formant le trait d'union entre le cerveau et la conscience supérieure, l'insensibilité est la conséquence forcée de son expulsion du corps physique, c'est-à-dire dense. Et ici, c'est le cas par exemple en fait des anesthésions. Lorsque vous avez en fait des anesthésions qui sont utilisées sur le corps, eh bien, le but de l'anesthésion, c'est de venir séparer le corps éthérique du corps dense. En outre, la matière éthérique ainsi expulsée enrobe le corps astral et amortit également la conscience dans ce véhicule. Aussi, quand l'anesthésion a cessé d'agir, ne subsiste-t-il en général dans la conscience cérébrale aucun souvenir du temps passé dans le véhicule astral. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens sont anesthésiés, le, le, la matière éthérique va justement en fait être expulsée justement du corps physique et il va aller enrober le corps astral. Donc, la notion en fait de la conscience de ce qui se passe réside là-bas dans le corps astral. Et c'est pour ça que lorsque cette matière éthérique revient, eh bien, la personne ne sait pas concrètement en fait ce qui s'est passé. C'est tout simplement ce qu'on est en train de vous expliquer ici. La méthode et les conséquences de l'expulsion de la matière éthérique au moyen du mesmérisme seront, bah, ça on le verra hein, plus tard quand on parlera en fait du mesmérisme, seront expliquées concrètement. Donc un état de santé précaire ou l'excitation nerveuse peuvent aussi déterminer en fait la séparation presque complète du double éthérique et de sa contrepartie dense. Celle-ci n'est plus alors très faiblement en fait que très faiblement consciente, c'est-à-dire c'est la notion en fait de transe, suivant la quantité plus ou moins grande de matière éthérique expulsée. La séparation du double et du corps dense entraîne généralement pour ce dernier une grande diminution de vitalité. Le double gagne en vitalité tout ce que perd en énergie le corps dense. Dans l'ouvrage en fait Posthumous en fait Humanity, il y a le colonel Olcott qui va vous dire quelque chose et c'est intéressant ce qu'il dit, c'est qu'il dit quand le double est projeté par un expert, le corps lui-même semble inerte. Le mental est absorbé, les yeux n'ont plus d'expression, l'action du cœur et des poumons est faible et souvent la température baisse beaucoup. Il est très dangereux en pareil cas de faire un bruit soudain ou d'entrer brusquement en fait dans la chambre, car si le double, par une réaction instantanée, est ramené en fait dans le corps, le cœur palpite convulsivement.
et la mort est possible. Donc vous voyez l'importance ici, quand il y a eu séparation entre le double et le corps dense, il faut éviter de ramener en fait la personne de manière brute, sinon il va y avoir une palpitation en fait du cœur et la personne peut justement en fait mourir. C'est de ça dont il est question. La liaison entre le corps dense et éthérique est si étroite qu'une lésion du double éthérique se traduit par une lésion du corps dense. Donc quand vous êtes blessé dans le double éthérique, vous êtes aussi blessé dans votre corps physique. Exemple du phénomène en fait de répercussion. Donc on sait que la répercussion est également en fait possible en ce qui concerne en fait le corps astral. Une lésion subie par ce dernier se reproduit dans certaines conditions dans le corps physique. C'est-à-dire, par exemple, dans un rêve, on vous étrangle. Donc, on est en train d'étrangler soit votre corps physique, enfin, soit votre corps éthérique, soit votre corps astral. Et bien après, vous avez en fait justement euh, la réaction sur votre corps physique. Tout ça, c'est lié en fait au principe en fait de répercussion. Donc, il y a une répercussion entre ce qui se passe dans les dimensions subtiles et ce qui se passe en fait dans la dimension physique. Donc, si on vous tue dans les dimensions subtiles à travers en fait le corps éthérique ou le corps astral, ben vous pouvez mourir aussi directement en fait dans votre dimension en fait physique. Pourtant, il semble probable que le seul cas où la répercussion en fait soit possible est celui d'une matérialisation parfaite, où la forme est à la fois en fait visible et tangible. Point de répercussion si la forme est tangible sans être visible, ou bien visible sans être tangible. Par exemple, les cas où la matière en fait appartenant en fait au double éthérique est prélevée pour constituer en fait la forme matérialisée, parce que vous savez que parfois certaines personnes en fait vont prendre de la matière éthérique pour pouvoir constituer en fait une forme matérialisée. D'accord? C'est de ça dont il est question ici. Quand la matérialisation en fait, et ça dans des cas de médiumnité, mais ça on le verra en fait en profondeur. Quand la matérialisation est obtenue en fait au moyen de matière en fait empruntée à l'éther ambiant, parce que je vous avais parlé de l'éther ambiant, une lésion de la forme ne peut pas plus affecter en fait le corps physique par répercussion qu'une statue en fait de marbre ne peut léser en fait l'homme lui-même. Il faut se rappeler que la matière éthérique, bien qu'invisible pour la vue ordinaire, est cependant purement physique. Et c'est pour ça que parfois, je pose la question à certaines personnes sur l'aspect de la notion de physique, vu que la matière éthérique, elle est physique en fait. C'est de la matière, d'accord? C'est de la matière, c'est pas de l'esprit, c'est de la matière. C'est pour ça qu'on parle de matière éthérique. Et elle est physique, mais par contre, elle n'est pas visible à l'œil ordinaire. Donc, et qu'ainsi, elle peut se trouver affectée par le froid et bien sûr la chaleur, comme par de puissants acides. Donc, les amputés, parce qu'il y a ça aussi, c'est des questionnements que certains se posent. Les amputés se plaignent quelquefois en fait d'éprouver une douleur aux extrémités du membre coupé, c'est-à-dire à l'endroit que le membre occupait. Donc, la raison en est que la partie éthérique du membre n'a pas été enlevée avec la partie dense physique. Donc, c'est-à-dire quand ils ont amputé le patient, ils ont enlevé sa partie physique, mais ils n'ont pas enlevé la partie éthérique. Donc, et ça pose un problème. C'est pour ça que les sensations, en fait, demeurent. Donc, le clairvoyant constate qu'elle reste visible et toujours en place. Parce que celui qui a la capacité de vue, c'est-à-dire ce qu'on appelle les clairvoyants, vont voir justement, en fait, ce corps éthérique. Et ils vont voir que le corps physique a été amputé, mais le corps éthérique n'a pas été sectionné. Donc, du coup, ça fait que la personne a la sensation, en fait, toujours de l'existence en fait de ce corps-là physique, alors qu'en fait c'est parce qu'elle le sait par le corps éthérique qui demeure. Parce que le corps éthérique est toujours en place. C'est pourquoi une stimulation appropriée peut éveiller dans ce membre éthérique des sensations qui sont transmises à la conscience. Donc, il suffit juste qu'un froid
C'est ça quand on parle de stimulation, le froid ou la chaleur viennent en fait dessus, ça va stimuler en fait le corps éthérique et la personne aura l'impression qu'elle est en train d'être brûlée ou elle aura l'impression d'avoir froid alors qu'elle a plus sa jambe par exemple ou elle a plus son bras mais elle a l'impression d'avoir froid à la main alors qu'elle a plus sa main. En fait, c'est parce que elle reçoit en fait la sensation sur le corps éthérique de la main qui lui n'avait pas été sectionné. Rappelez-vous, hein, le double éthérique est un sosie du corps physique. Donc, si vous amputez un bras, ben, vous devez aussi couper la partie en fait éthérique. Si vous ne coupez pas la partie éthérique, et ben quand il y a certaines sensations qui vont arriver, la personne aura toujours l'impression d'avoir en fait justement en fait son bras qui est là. C'est pour ça qu'ils ont des sensations. Donc bien d'autres phénomènes en fait se rattachent au double éthérique, tels que la sortie du corps dense, ses émanations, etc. Donc, par contre, en fait, on peut pas, on verra en fait en profondeur la notion du prana et la notion en fait hein, de la vitalité pour la prochaine fois. Donc voilà un peu ce que je voulais voir avec vous par rapport déjà à cette... là on est vraiment dans l'intro hein, sur le corps éthérique pour savoir ce que c'est, comment en fait il fonctionne, il est la maison de quoi, qu'est-ce qui régente en fait avec lui, etc. Et ensuite on entrera directement dans cet aspect de prana pour voir véritablement ce que c'est que le prana, vu que le corps éthérique est la maison du prana. Le corps astral est la maison de kama, le corps éthérique est la maison de prana. Prana, c'est Ankh, c'est-à-dire c'est la maison de la vitalité. C'est ce que les Égyptiens appelaient Ankh, dans la maison de la vitalité. Donc c'est le Stulupadi hein, de l'Atman. Donc c'est l'Upadi en fait de l'Atman. L'Atman qui est le Saru. Donc si vous voulez, c'est quand le corps physique et le corps éthérique sont réunis, ça fait un petit peu cet aspect-là en fait, hein, du petit aspect inférieur de l'Atman, qui lui est l'aspect supérieur de l'être. Donc voilà un peu pour aujourd'hui, comme ça va nous permettre en fait de pouvoir entrer dans les discussions et dans les questionnements.